Pendant des siècles, nous avons cru avoir exploré le monde. Nous avons cartographié des continents, escaladé des montagnes, traversé des déserts et même envoyé des missions au-delà de la Terre. Mais il y a un endroit sur notre propre planète qui reste en grande partie un territoire inconnu. Un endroit si vaste, si sombre et si extrême que nous n'en avons à peine exploré une petite fraction. C'est l'océan. Plus de 70% de la surface de la Terre est recouverte d'eau. Et plus de 80% de ces masses colossales d'eau restent inexplorées et non cartographiées avec précision. Là, sous des kilomètres d'eau et une pression écrasante, existent des paysages qu'aucun être humain n'a jamais vus. Des montagnes plus hautes que les Alpes, des fosses plus profondes que le mont Everest, et des créatures semblant venir d'une autre planète. Mais ce qui est le plus inquiétant, ce ne sont pas seulement les lieux, ce sont les mystères, des sons gigantesques enregistrés au milieu du Pacifique que personne n'a pu expliquer pendant des années, des créatures colossales vivant dans une obscurité éternelle, des structures sous-marines que certains croient être les vestiges de civilisations anciennes, et des courants invisibles capables de contrôler le climat de toute la planète. Pendant des décennies, scientifiques, océanographes et explorateurs ont tenté de comprendre ces phénomènes. Parfois, la science trouve des réponses, mais parfois, chaque découverte ouvre des questions encore plus inquiétantes, car plus nous descendons dans les profondeurs de l'océan, plus une vérité fascinante devient évidente. Nous commençons à peine à comprendre le monde qui existe sous les vagues. Soyez les bienvenus pour explorer les 7 mystères les plus impressionnants jamais documentés dans les océans de la Terre. Préparez-vous, nous allons plonger. Mais avant de descendre, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos documentaires. Fait, plongeons! Mystère numéro 1, le bloop, le son qui a émergé du vide. Le 19 mai 1997, des capteurs acoustiques sous-marins opérés par l'Administration nationale océanique et atmosphérique, ou NOAA, ont enregistré un signal inhabituel. Les radars spécialisés ont tracé son origine. Il provenait de près du point Nemo, connu comme le pôle d'inaccessibilité océanique, l'endroit de l'océan le plus éloigné de toute terre ferme. Plus précisément dans l'océan Pacifique Sud, dans un lieu extrêmement reculé à l'ouest de l'extrémité sud du Chili et à environ 1750 km à l'est de la Nouvelle-Zélande. Ce n'était ni un navire, ni un sous-marin, et ce n'était pas un séisme perceptible sur Terre. C'était un son, une impulsion de basse fréquence si puissante qu'elle a parcouru plus de 5000 km à travers le Pacifique Sud. Et pendant des semaines, personne ne sut ce qu'il avait produit. Alors ils l'appelèrent bloop. Mais pendant des années, ce nom ne fut qu'une étiquette pour l'inconnu. Ces capteurs faisaient partie du système SOSUS, Sound Surveillance System en anglais, un réseau initialement conçu par la marine des États-Unis pendant la guerre froide pour détecter les sous-marins soviétiques. Ce qu'ils ont capté n'était pas un motif mécanique, ni une signature acoustique militaire. Ce n'était pas le son caractéristique d'une éruption volcanique sous-marine. L'hypothèse la plus forte était qu'il s'agissait d'un son organique, ou du moins, c'était ce que cela semblait être. Sa fréquence se situait entre 1 et 100 Hz. Cela signifie qu'elle se trouvait dans la gamme des infrasons, des vibrations si basses que l'oreille humaine ne peut pas les percevoir directement. Mais son intensité était plus qu'extraordinaire, tellement extraordinaire qu'elle a été détectée par plusieurs hydrophones séparés de milliers de kilomètres. Cela implique une source extrêmement puissante, et c'est là que le mystère a commencé. Un animal impossible. Dans l'océan, les sons de basse fréquence sont souvent associés à de grands animaux. Le Balaenoptera musculus, la baleine bleue, l'animal le plus grand ayant jamais existé sur la planète, produit des vocalisations de basse fréquence pouvant parcourir des centaines de kilomètres sous l'eau. Mais le bloop était plus puissant que toute vocalisation enregistrée d'une baleine bleue. Bien plus, certains bioacousticiens ont commencé à se poser une question inquiétante.
Si un animal a généré ce son, quelle taille devrait-il avoir? Les premières estimations suggéraient qu'il devrait dépasser toute créature connue, plus grand qu'une baleine bleue ou tout cétacé documenté, un organisme colossal caché dans les profondeurs. Le kraken? Il y a une coïncidence curieuse. En 1928, l'écrivain de science-fiction Howard Phillips Lovecraft publia son œuvre L'Appel de Cthulhu, où il indiqua l'emplacement d'une cité perdue submergée dans l'océan appelée Herlier, frappée par un monstre colossal nommé Cthulhu. Les coordonnées de H.P. Lovecraft dans son roman sont les mêmes que celles que les radars ont reportées comme origine du bloop en 1997. Pendant des années, des forums scientifiques et des médias sensationnalistes ont commencé à spéculer, affirmant qu'il s'agissait d'une créature abyssale inconnue, un survivant préhistorique. Les grands fonds océaniques restent l'un des environnements les moins explorés de la planète. On estime que plus de 80% des fonds marins n'ont pas été cartographiés avec une résolution adéquate, selon les données de la NOAA elle-même. De plus, l'histoire de la biologie marine est remplie de créatures qui ont été considérées comme des mythes avant d'être documentées. L'Architeuthis dux, ou calmar géant, fut pendant des siècles une légende maritime associée au kraken. Il n'a été photographié vivant dans son environnement naturel qu'en 2004. Le Mesonychoteuthis hamiltoni n'a été décrit scientifiquement qu'au XXe siècle. Si des créatures de plusieurs dizaines de mètres peuvent rester invisibles pendant si longtemps, qu'est-ce qui empêcherait l'existence de quelque chose d'encore plus grand dans les zones abyssales? Mais la science exige plus que de l'imagination, elle demande des preuves, et le bloop n'a laissé qu'une empreinte acoustique, rien de plus. Pour comprendre l'énigme, il faut comprendre quelque chose de fondamental, la physique du son sous l'eau. En effet, le son se déplace 5 fois plus vite dans l'eau que dans l'air. Dans l'océan, il existe une couche appelée canal SOFAR ou Sound Fixing and Ranging, une zone où la combinaison de température et de pression crée un conduit naturel, permettant au son de parcourir d'énormes distances avec très peu de perte d'énergie. Le canal SOFAR fait qu'un son relativement local peut être amplifié en portée, mais pas en intensité initiale. En moyenne, le son se déplace dans l'eau à environ 1500 mètres par seconde, environ 5 fois plus vite que dans l'air. Mais à certaines profondeurs, généralement entre 600 et 1200 mètres, se forme une couche où la combinaison de la baisse de température et de l'augmentation de pression crée un minimum local dans la vitesse du son. Cette couche fonctionne comme un guide naturel d'ondes. Les signaux qui y pénètrent restent piégés et peuvent parcourir des milliers de kilomètres avec très peu de perte d'énergie. C'est un phénomène physique extraordinaire et le bloop a utilisé ce canal. Le bloop n'a pas seulement voyagé loin, il a été extraordinairement puissant dès l'origine, ce qui écartait de nombreuses hypothèses. Ce n'était pas un petit événement amplifié par hasard. Ce fut un événement suffisamment puissant pour se connecter efficacement au système acoustique global de l'océan. Les analyses triangulées ont indiqué que le son provenait de cette région reculée du Pacifique Sud, une zone proche de la dorsale pacifique antarctique, tectoniquement très active. Cela a introduit une autre possibilité, l'activité géologique. Alors le bloop aurait-il été causé par un événement tectonique? Les océans sont traversés par des dorsales océaniques, des chaînes de montagnes sous-marines où les plaques tectoniques se séparent. Et lorsque cela se produit, il peut y avoir des fractures, des glissements sous-marins, des éruptions volcaniques ou des effondrements de glace dans les régions polaires. Tous ces phénomènes peuvent générer des sons de basse fréquence. Cependant, le motif du bloop ne correspondait pas parfaitement aux enregistrements classiques de séismes sous-marins. Il avait une forme d'onde ascendante caractéristique, quelque chose comme un balayage acoustique, quelque chose qui semblait vocal. Et là résidait l'inquiétude. Alors, qu'est-ce qui produisait ce son spectral de fréquence ultra basse et de grande amplitude?
Ce n'est qu'en 2012 qu'un argument a été avancé pour l'hypothèse finale. Après des années d'analyse comparative, l'Administration nationale océanique et atmosphérique a publié une conclusion officielle. Selon leurs études, le bloop a probablement été causé par le détachement massif d'une énorme plaque de glace antarctique. Spécifiquement, la fracture et l'effondrement de grands blocs de glace se détachant massivement des glaciers et s'entrechoquant ou heurtant le fond marin. Lorsque ces masses géantes de glace se fracturent sous tension, elles produisent des sons de basse fréquence extrêmement puissants. Dans des enregistrements ultérieurs, des sons similaires ont été associés à des événements glaciologiques documentés. Le bloop n'était pas un monstre, il s'agissait presque sûrement de glace se brisant. Alors, le mystère a-t-il été résolu? En termes scientifiques, oui, mais en termes de logique complète, non. Parce que le bloop a révélé quelque chose de beaucoup plus inquiétant qu'un monstre. Il a révélé combien nous savons peu. Pendant des années, le son le plus puissant jamais détecté dans l'océan fut un énigme absolu. Nous ne savions pas ce que c'était, ni s'il provenait de la vie, ni si cela venait de l'intérieur géologique de la planète. Et le plus frappant, cela s'est produit dans notre monde moderne, avec des satellites, des capteurs et une technologie relativement avancée. Si quelque chose d'aussi massif a pu nous déconcerter pendant environ 15 ans, que se passe-t-il encore maintenant sous la surface, sans que nous le sachions? Le bloop n'était pas une créature, c'était un avertissement épistémologique. L'océan est un système dynamique, gigantesque et encore en grande partie inconnu et non surveillé. Chaque craquement de glace antarctique se détachant, chaque érosion sous-marine, chaque interaction tectonique peut générer des phénomènes qui dépassent notre intuition. La différence entre mythe et science n'est pas l'imagination, c'est l'examen patient pour enquêter. Et pourtant, chaque réponse nous rappelle une vérité inconfortable. Nous explorons l'espace parce que c'est difficile. Mais l'océan est encore plus difficile, car il nous écrase, nous cache la lumière, nous refuse l'accès direct et reste silencieux. Jusqu'à ce qu'il décide de parler, et lorsqu'il parle, comme en 1997, le monde écoute, même s'il ne comprend pas immédiatement ce qu'il a entendu. Mystère numéro 2. La fosse des Mariannes, l'endroit où la pression devrait écraser toute vie. Et pourtant, elle ne le fait pas. Le 23 janvier 1960, 2 hommes descendirent vers un lieu où aucun être humain n'était jamais allé auparavant, plus proche et plus hostile que l'espace extérieur. Ce jour-là, le submersible pionnier en recherche océanographique, le bathyscaphe Trieste, commença sa descente vers le point le plus profond connu de la planète. L'abîme Challenger Deep, situé dans la fosse des Mariannes, dans l'océan Pacifique occidental. De manière incroyablement téméraire, 2 hommes se trouvaient à l'intérieur, l'océanographe suisse Jacques Piccard et le lieutenant de la marine américaine Don Walsh. Ce qu'ils découvrirent allait changer notre compréhension des limites de la vie. Mais avant d'atteindre le fond, dans l'obscurité éternelle, comprenons ce que signifie réellement « fond » dans ce contexte. En quelques mots, la fosse des Mariannes est un abîme sous-marin mesuré en kilomètres verticaux. Elle fut identifiée pour la première fois en 1875 lors de l'expédition du HMS Challenger, une corvette britannique dédiée aux études océanographiques, et c'est cette mission qui donna son nom au point le plus profond de la planète, le Challenger Deep. Pendant des décennies, les mesures variaient en raison des limitations technologiques. Aujourd'hui, grâce au système sonar multibeam et aux mesures modernes comme celles réalisées par l'explorateur Victor Vescovo en 2019, nous savons que le Challenger Deep atteint environ 10 925 mètres de profondeur, avec de légères variations selon le point exact de mesure. Pour se faire une idée, le mont Everest mesure 8 848 mètres. S'il était immergé dans la fosse, son sommet serait recouvert par plus de 2000 mètres d'eau. Nous parlons d'une colonne d'eau de près de 11 km de profondeur.
Ajoutons maintenant la pression, la physique d'une réalité écrasante. Pour chaque 10 mètres de profondeur, la pression de la colonne d'eau augmente d'environ 1 atmosphère. Au niveau de la mer, nous expérimentons une atmosphère où 101 325 pascal. Dans le Challenger Deep, la pression dépasse 1100 atmosphères, en termes plus techniques, environ 110 mégapascales. Cela équivaut à environ 8 tonnes par pouce carré. Imaginez le poids de 50 avions commerciaux empilés les uns sur les autres, pressant sur chaque mètre carré de votre corps. Toute structure biologique conventionnelle devrait s'effondrer. Les protéines se dénaturer, les membranes cellulaires se rompre et les liaisons chimiques se modifier. Et pourtant, quelque chose y vit. Revenons à la descente du bathyscaphe Trieste. Ce 23 janvier 1960, le Trieste mit environ 4 heures et 48 minutes pour atteindre le fond. Le bathyscaphe était une machine extraordinaire. Une sphère en acier de 12,7 cm d'épaisseur, conçue pour résister à cette pression exceptionnellement extrême. La flottabilité était assurée par de l'essence, moins dense que l'eau et pratiquement incompressible sous pression. Quelle panique auraient éprouvé ces marins expérimentés si à environ 9000 mètres de profondeur, une hublot extérieure s'était fissurée sous la pression. Le son fut décrit comme une détonation, mais la sphère intérieure résista. Enfin, après presque 5 heures de descente, ils atteignirent le fond et à ce moment-là, quelque chose se produisit qui génère encore aujourd'hui le débat. Jacques Piccard rapporta avoir vu une forme semblable à un poisson plat se déplaçant dans le sédiment. Si ses yeux et le stress ne l'avaient pas trompé, cela impliquait l'existence de vertébrés vivant à presque 11 km sous la mer. À ce moment-là, de nombreux scientifiques doutèrent, arguant que la pression semblait incompatible avec les poissons osseux. Pendant des décennies, le témoignage resta dans une zone grise entre observation et possible erreur visuelle. Jusqu'à ce que la technologie la plus moderne redescende, nous sommes en 2012, 52 ans plus tard. Le réalisateur et explorateur passionné James Cameron descendit en solitaire au Challenger Deep à bord du submersible Deep Sea Challenger. Dans sa mission de descente à ces profondeurs, il emportait des caméras haute définition, des bras robotiques et des capteurs avancés, et les images montrèrent un paysage lunaire, sédiments fins, pentes abruptes, obscurité absolue. Aucun gros poisson n'a été observé, mais quelque chose d'encore plus fascinant fut confirmé. Une vie microscopique abondante, organisme qui réécrit la biochimie. Dans les années suivantes, des missions non habitées révélèrent la présence d'amphipodes géants. Ce sont des crustacés similaires à des crevettes, des concombres de mer ou holothuries abyssales adaptés à une pression extrême et des bactéries piésophiles. Ce terme technique est important. Piésophile signifie amateur de pression. Ces organismes ne se contentent pas de tolérer des pressions élevées. Ils en ont besoin pour vivre. Leurs membranes cellulaires contiennent des lipides spéciaux qui restent fluides uniquement sous compression extrême. Leurs protéines sont structurellement adaptées pour ne pas se déformer sous ces 110 mégapascales et leurs enzymes fonctionnent dans des conditions où les enzymes humaines ou de tout animal de surface s'effondreraient. En 2014, des chercheurs japonais identifièrent des poissons escargots à dos du genre Pseudoliparis, vivant à plus de 8000 mètres. Ils mesurent environ 20 à 30 cm et ressemblent davantage à des têtards translucides. Et à seulement 4000 mètres de profondeur, ils observèrent des méduses du genre Crossota, bioluminescentes, montrant des couleurs rouges et jaunes vifs. Mais cela reste très loin du fond. En 2017, des expéditions confirmèrent des poissons à plus de 8200 mètres, défiant des limites physiologiques auparavant établies. Ils n'atteignent pas exactement la vision supposée de Jacques Piccard à 11 000 mètres, mais ils s'en approchent dangereusement. Et voici la découverte la plus inquiétante des fosses des Mariannes. En 2019, lors de l'expédition Five Deeps dirigée par Victor Vescovo,
des échantillons biologiques furent prélevés au fond. À l'intérieur des amphipodes abyssaux trouvés, il y avait des microplastiques. Vous avez bien entendu, microplastiques. Même dans l'endroit le plus profond de la planète où la pression peut déformer l'acier, il y a déjà des déchets de notre civilisation perturbant l'écosystème. Mais en restant dans le contexte biologique, il y a une question plus profonde. Si la vie peut s'adapter à des pressions insolites de 110 mégapascales, à des températures proches du point de congélation et à une absence totale de lumière solaire, alors quelles sont réellement les limites de la biologie? Les découvertes biologiques des fosses des Mariannes ont d'énormes implications astrobiologiques. Des lunes de notre système planétaire comme Europe ou Encelade pourraient abriter des océans sous des couches de glace. Si la vie peut prospérer dans la zone hadale terrestre, peut-être que ce n'est pas un phénomène rare dans l'univers. Ce qui semblait être un abîme mort pourrait être un modèle cosmique, et là réside le véritable mystère. Le mystère de la fosse des Mariannes n'est pas que l'obscurité existe, c'est que la vie existe. D'un type qui défie nos intuitions physiques. Une vie qui reconfigure la biochimie et qui prospère sous des pressions qui détruiraient toute structure biologique conventionnelle. Pendant des siècles, nous avons pensé que ces conditions extrêmes dans les profondeurs abyssales équivalaient à la stérilité, mais aujourd'hui, nous reconfigurons ce dogme pour affirmer qu'elles équivalent à l'adaptation. Et adaptation signifie potentiel. Le fond de l'océan n'est plus seulement une limite géographique, c'est un laboratoire évolutif, un rappel que la vie n'est pas fragile, mais résiliente et obstinée. Et si elle peut exister à cette limite, la question n'est plus ce qu'il y a au fond, mais à quel point nous sommes éloignés de la perception de la vie en général. Aujourd'hui, avec toute cette technologie, il reste encore le doute de savoir si l'observation de Jacques Piccard, dans le fond océanique le plus profond jamais exploré, à presque 11 000 mètres, était le fruit de son imagination ou non. Mystère numéro 3. Les cheminées hydrothermales des écosystèmes qui vivent sans lumière, alimentés par la chaleur de la planète. Le 17 février 1977, un petit vaisseau métallique descendait lentement vers le fond de l'océan Pacifique. Ce n'était pas un sous-marin militaire, ni à la recherche de trésors ou d'épaves. Sa mission était d'étudier quelque chose qui, à l'époque, semblait relativement simple. L'activité géologique du fond marin près des îles Galapagos, une région où les plaques tectoniques se séparent lentement et où les scientifiques suspectaient que la planète libérait de la chaleur depuis son intérieur. Le vaisseau était le submersible DSV Alvin, l'un des véhicules de recherche profonde les plus célèbres de l'histoire de l'océanographie. À son bord se trouvaient les chercheurs Robert Ballard, Jack Corliss et Tjeerd van Andel, qui espéraient trouver des formations volcaniques sous-marines et des flux de magma solidifiés. À la place, ce qu'ils découvrirent, ce paysage inimaginable allait radicalement changer notre compréhension de la vie sur Terre, et possiblement dans tout l'univers. Lorsque l'Alvin atteignit environ 2500 mètres de profondeur, les lumières du submersible illuminèrent un paysage semblant sorti d'un autre monde. Le fond océanique était couvert de roches noires, fracturées, et de structures minérales ressemblant à des cheminées irrégulières émergeant du sol. De certaines d'entre elles s'élevaient des colonnes denses d'eau sombre montant lentement vers la surface, comme de la fumée au ralenti. Ces colonnes atteignaient des températures supérieures à 350 degrés Celsius. Mais voici la première paradoxe. L'eau ne bouillait pas. Comment l'eau pouvait-elle rester liquide à des températures aussi extrêmes? La réponse est assez simple et réside dans la pression. À 2500 mètres de profondeur, la pression dépasse 250 atmosphères, ce qui élève significativement le point d'ébullition de l'eau. Dans ces conditions, l'eau peut rester liquide même à des températures proches de 400 degrés Celsius. Mais la véritable découverte ne résidait pas dans l'eau chaude. Elle se trouvait dans ce qui habitait autour, à ces températures défiant toute logique sur la vie. Et c'était surprenant. Alors que les caméras exploraient les bases de ces cheminées, les scientifiques commencèrent à remarquer quelque chose d'extraordinaire.
il y avait de la vie. Non pas quelques organismes dispersés, mais des écosystèmes entiers. Des colonies denses de créatures regroupées autour des sources hydrothermales, comme si elles en dépendaient pour survivre. Parmi les espèces les plus remarquables se trouvaient d'énormes vers tubulaires, beaucoup plus grands que ceux documentés jusqu'alors, certains dépassant 2 mètres de longueur, avec des corps blancs protégés par des tubes chitineux et des couronnes rouges brillantes à leurs extrémités. Ces animaux, par la suite classés comme Riftia pachyptila, n'avaient pas de bouche, pire encore, pas d'estomac, pas de système digestif au sens conventionnel. Et pourtant, ils prospéraient. Comment un animal dépourvu d'appareil digestif pouvait-il survivre dans un environnement de températures élevées où la lumière solaire était totalement absente? Cette question conduisit à l'une des révélations les plus profondes de la biologie moderne, et un autre dogme scientifique s'effondra. Jusqu'alors, toute la biologie connue reposait sur une prémisse fondamentale. La vie sur Terre dépend de la photosynthèse. Les plantes, les algues et certaines bactéries utilisent la lumière solaire pour convertir le dioxyde de carbone et l'eau en matière organique, libérant de l'oxygène comme sous-produit. Ce processus soutient pratiquement toute la chaîne alimentaire de la planète. Les herbivores mangent les plantes, les carnivores mangent les herbivores. Même les organismes marins les plus profonds dépendent, en fin de compte, des particules organiques tombant de la surface, un phénomène appelé neige marine. Mais dans les cheminées hydrothermales, il n'y a pas de lumière. À 2500 mètres de profondeur, l'obscurité est totale. Aucun photon solaire n'atteint ces eaux. Alors d'où provient l'énergie qui soutient cet écosystème? La réponse résidait dans la découverte d'un nouveau processus biologique, la chimiosynthèse, la vie alimentée par la chimie. La découverte est venue de l'étude des bactéries vivant dans les tissus de ces vers tubulaires géants. Les scientifiques découvrirent que ces animaux entretenaient une relation symbiotique avec des bactéries spécialisées, capables de réaliser un processus appelé chimiosynthèse. Contrairement à la photosynthèse, la chimiosynthèse n'utilise pas la lumière, mais l'énergie chimique. En particulier, les bactéries des cheminées hydrothermales oxydent des composés comme le sulfure d'hydrogène, un gaz toxique pour la majorité des organismes. Cette oxydation ou réaction chimique libère de l'énergie que les bactéries utilisent pour fixer le carbone et produire de la matière organique. En termes simples, les bactéries transforment les substances chimiques provenant de l'intérieur de la Terre en nourriture. Les vers tubulaires hébergent des millions de ces bactéries à l'intérieur d'un organe spécialisé appelé trophosome, qui fonctionne comme une sorte de ferme interne. L'animal fournit le sulfure d'hydrogène, le dioxyde de carbone et l'oxygène, et les bactéries produisent des nutriments. Une alliance biologique extraordinaire, totalement indépendante de la lumière solaire. Nous sommes en présence d'un écosystème qui se maintient exclusivement grâce à ce qui émerge de l'intérieur de la planète. Les cheminées hydrothermales fonctionnent comme des évents géologiques. L'eau de mer s'infiltre dans les fissures du plancher océanique, où elle entre en contact avec des roches chaudes, proches du magma. Ce processus chauffe l'eau, l'enrichit en minéraux et en composés chimiques, puis la rejette à nouveau dans l'océan à travers les cheminées. Lorsque l'eau chaude, riche en minéraux, entre en contact avec l'eau froide de l'océan profond, les minéraux précipitent rapidement, formant les structures noires caractéristiques connues sous le nom de black smokers ou fumeurs noirs. Autour de ces structures s'établissent des communautés biologiques denses incluant crabes aveugles, moules géantes, crevettes spécialisées et bactéries extrémophiles. Chacun est adapté à des conditions extrêmes de température, de pression et de toxicité qui seraient létales pour la plupart des formes de vie. C'est un écosystème unique où la température atteint ses limites. À certains points proches des évents hydrothermaux, des températures supérieures à 400 degrés Celsius ont été mesurées, bien que la majorité des organismes vivent dans des gradients thermiques plus modérés.
Pourtant, de nombreuses bactéries associées à ces systèmes sont hyperthermophiles, capables de croître à des températures supérieures à 100 degrés Celsius. Ces bactéries possèdent des protéines extrêmement stables et des membranes cellulaires renforcées qui leur permettent de fonctionner là où les molécules biologiques conventionnelles se désintégreraient. Chacun de ces organismes représente une solution évolutive aux conditions extrêmes, une démonstration supplémentaire que la vie est plus adaptable que nous ne l'imaginions. La découverte des cheminées hydrothermales n'a pas seulement révolutionné la biologie marine, elle a transformé la recherche de la vie hors de la Terre. Pendant des décennies, les scientifiques ont supposé que la vie extraterrestre nécessiterait des conditions similaires à celles de la surface terrestre. Lumière solaire, eau liquide et température modérée. Mais si la vie peut prospérer dans l'obscurité totale, sous de fortes pressions et des températures élevées, alimentées uniquement par des réactions chimiques, alors l'univers pourrait être rempli d'écosystèmes invisibles. Revenons au point. Des lunes glacées comme Europe et Encelade contiennent des océans sous surface chauffés par l'activité géothermique. Si des systèmes hydrothermaux existent là-bas, pourquoi la vie ne pourrait-elle pas évoluer dans ces écosystèmes similaires? Mais abordons une hypothèse encore plus profonde. Certains scientifiques vont plus loin. Ils suggèrent que la vie sur Terre pourrait avoir émergé à l'origine dans des environnements hydrothermaux. Les cheminées alcalines de l'océan primitif auraient fourni des gradients chimiques et énergétiques idéaux pour que des molécules organiques complexes commencent à s'auto-organiser. Et voici l'épiphanie. L'origine de la vie pourrait ne pas être liée au Soleil, elle pourrait être liée à la chaleur de la planète. Et si c'est vrai, alors les évents hydrothermaux ne sont pas seulement des écosystèmes curieux, ils pourraient être les lieux où la vie a commencé. Il faut se rappeler que la vie terrestre a évolué à partir d'organismes aquatiques. La vie est apparue dans les mers primitives il y a environ 3,5 milliards d'années, y évoluant pendant la majeure partie de son histoire avant la transition vers la terre ferme. Pendant des siècles, nous avons considéré les océans profonds comme des déserts biologiques, des régions sombres, froides et dépourvues d'énergie suffisante pour soutenir des écosystèmes complexes. Les mystères révélés, comme celui des cheminées hydrothermales, brisent cette idée. Ils ont démontré que la vie ne dépend pas exclusivement de la lumière solaire, elle dépend de l'énergie. Et l'énergie peut provenir de lieux que nous n'avions jamais envisagés. De la chaleur de l'intérieur de la planète, des réactions chimiques entre minéraux et eau, des fractures de la croûte terrestre. Nous ouvrons les yeux et élargissons notre conception. La vie n'habite pas seulement la surface éclairée du monde, elle prospère aussi dans ses fissures les plus profondes et sombres. Et si elle peut le faire là-bas, peut-être que l'univers n'attend pas la lumière d'une étoile pour générer la vie. Peut-être que dans des mondes infiniment sombres et cachés sous des kilomètres de glace, des écosystèmes entiers prospèrent en ce moment même, en silence, comme ils l'ont fait pendant des millions d'années au fond de nos propres océans, sans que personne ne les voie, jusqu'à ce que l'évolution suive son propre calendrier. Mystère numéro 4, le calmar colossal, le prédateur invisible de l'abîme. Quelque part dans l'océan Antarctique, à plus de 1000 mètres de profondeur, l'une des créatures les plus grandes et puissantes de la planète mène des batailles que aucun être humain n'a jamais vues. Il n'y a pas de témoins, pas de caméras, il n'y a même pas de lumière, seulement de la pression, une obscurité totale et d'énormes cicatrices. Les premières indications sur l'existence possible d'un monstre colossal ne sont pas venues de sous-marins ni de robots océaniques. Elles sont venues des corps des baleines, deux cicatrices inexpliquées. Au milieu du 19e siècle, les chasseurs de baleines commencèrent à remarquer quelque chose d'étrange lorsqu'ils capturaient de grands spécimens de Physeter macrocephalus, le cachalot. Ces géants des océans, capables d'atteindre plus de 20 mètres de longueur et de plonger à plus de 2000 mètres pour chasser, apparaissaient avec d'énormes cicatrices circulaires sur la peau.
Les marques avaient une forme très particulière. Ce étaient des anneaux remplis de petites perforations. Comme si quelque chose avec de gigantesques ventouses avait tenté de les saisir avec force. Imagine ce que ces chasseurs pouvaient se penser. Un animal avec des tentacules capables de retenir un géant de plus de 20 mètres. Pendant des décennies, les marins racontèrent des histoires de créatures colossales vivant dans l'abîme. Des histoires de tentacules capables de traîner des bateaux, de monstres marins qui inspirèrent les légendes du Kraken dans les sagas nordiques. Mais pour la science du 19e siècle, ce n'était simplement que des récits de marins, jusqu'à ce qu'un corps apparaisse. Et ce fut en 1873, sur les côtes de Terre-Neuve, au Canada, qu'apparut le corps d'un énorme céphalopode emporté par les vagues. C'était un animal gigantesque. Seuls ses tentacules mesuraient plusieurs mètres. Son corps dépassait la taille de tout calmar connu. Ce fut l'un des premiers enregistrements scientifiques de ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Architeuthis dux, le calmar géant. Pendant des décennies, l'Architeuthis fut considéré comme le plus grand calmar de la planète. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là, car les cicatrices des cachalots suggéraient quelque chose d'encore plus grand, plus puissant, plus colossal. Quelque chose qui ne correspondait pas totalement à l'Architeuthis. Il n'était qu'une question de temps avant la découverte qui prouverait que le pire cauchemar de ces chasseurs de baleines était réel. En 1925, 52 ans après la découverte du calmar géant, des chercheurs du British Museum of Natural History, dirigés par le biologiste James Eric Hamilton, examinèrent des restes trouvés dans l'estomac d'un cachalot capturé dans l'Atlantique Sud. Parmi les tissus partiellement digérés se trouvait quelque chose qui les glaça, des tentacules équipés non seulement de ventouses, mais de crochets rotatifs. C'était une caractéristique anatomique jamais observée auparavant chez les calmars géants déjà connus. Le spécimen devait être classé comme une nouvelle espèce. Son nom scientifique serait Mesonychoteuthis hamiltoni. Le calmar colossal, et le nom n'était pas exagéré. Il s'agissait du véritable géant de l'océan profond qui reléguait son cousin l'Architeuthis dux à un niveau inférieur. Pendant des décennies, l'Architeuthis fut considéré comme le plus grand céphalopode connu en raison de la longueur de ses tentacules, qui peuvent dépasser 10 mètres. Mais le Mesonychoteuthis hamiltoni est, en termes de masse corporelle, le plus grand invertébré de la planète. Tandis que l'on pourrait considérer l'Architeuthis comme un athlète de piste, long et élancé, le Mesonychoteuthis serait le haltérophile, le plus robuste et massif. Certains spécimens pourraient facilement atteindre 15 mètres de longueur totale et une demi-tonne de poids, tandis que son cousin élancé ne dépasse pas 300 kg. Cela en fait un animal plus lourd que tout autre céphalopode documenté. Cependant, ce qui inquiétait vraiment les biologistes et les pêcheurs à propos du calmar colossal n'était pas seulement sa taille, mais son armement. Les tentacules du Mesonychoteuthis sont équipés de ventouses dentelées et de crochets rotatifs capables de s'ancrer profondément dans la chair de leur proie. Ces crochets fonctionnent comme des ancres. Une fois plantés, la proie a peu de chances de s'échapper, à moins de déchirer ses tissus pour se libérer, bien qu'il y ait une autre caractéristique qui rend cet animal encore plus impressionnant, ses yeux. Le calmar colossal possède les plus grands yeux du règne animal. Les plus grands spécimens peuvent avoir des globes oculaires jusqu'à 30 cm de diamètre, à peu près de la taille d'un ballon de basket. Pourquoi un animal des grandes profondeurs aurait-il besoin d'yeux si grands? La réponse a à voir avec la lumière, ou plutôt, avec son absence. À des profondeurs supérieures à 1000 mètres, la lumière du soleil disparaît complètement. Cependant, l'océan profond n'est pas totalement sombre. De nombreux organismes produisent de la lumière par bioluminescence, un processus chimique dans lequel des enzymes comme la luciférase génèrent des émissions lumineuses. Les énormes yeux du calmar colossal sont conçus pour détecter ces signaux faibles, mais ils remplissent également une autre fonction critique. Selon des recherches publiées dans la revue Proceedings of the Royal Society B,
et cités par des scientifiques du Museum of New Zealand, ces yeux géants pourraient permettre de détecter les perturbations lumineuses provoquées par de grands prédateurs, comme par exemple un cachalot. Lorsque cette baleine particulière s'approche, son immense corps perturbe les petits organismes bioluminescents dans l'eau, générant des éclairs de lumière, et un œil énorme peut détecter cette perturbation à grande distance. En d'autres termes, les yeux du calmar colossal pourraient servir de système d'alerte précoce, une façon de détecter son plus grand ennemi avant qu'il ne soit trop tard. Les deux colosses, cachalot et calmar, protagonisent un duel de titans que personne n'a vu. Les cachalots sont les seuls prédateurs connus capables de chasser régulièrement des calmars géants et colossaux. Ils utilisent l'écholocation, émettant des clics acoustiques extrêmement puissants pour localiser leur proie dans l'obscurité totale. Lorsqu'ils trouvent un calmar, une lutte féroce commence. Les tentacules du céphalopode tentent de saisir le cétacé. Ses crochets létaux s'enfoncent, les ventouses s'accrochent. Les cicatrices circulaires que nous voyons sur les cachalots sont le résultat de ces rencontres. Le cachalot, pour sa part, libère sur le céphalopode son puissant sonar pour l'étourdir et éventuellement le mettre KO avant de l'aspirer et de le mordre. Rappelons que le calmar atteint une demi-tonne, mais le cachalot, plusieurs dizaines. Personne n'a filmé une de ces batailles, jamais. Nous savons ce qui se passe, nous savons qui lutte contre qui. Mais le combat lui-même reste caché dans l'obscurité abyssale. Existe-t-il une preuve qu'il ait été observé vivant? Pendant des siècles, les deux calmars, géants et colossales, ont été considérés comme des créatures presque mythiques. Mais cela a changé en 2004. Cette année-là, des scientifiques japonais dirigés par Tsunemi Kubodera ont réussi à capturer les premières photographies d'un architeuthis vivant dans son environnement naturel. Les images ont été obtenues à près d'1 kilomètre de profondeur, à l'aide de caméras automatiques. 3 ans plus tard, en 2007, ils ont réussi à filmer pour la première fois un calmar géant vivant. Mais le calmar colossal restait encore plus insaisissable. Jusqu'à ce qu'un événement extraordinaire se produise, la même année, en février 2007, lorsqu'un navire de pêche dans la mer de Ross, près de l'Antarctique, captura accidentellement un spécimen juvénile de Mesonychoteuthis hamiltoni. L'animal pesait environ 495 kg. Il fut conservé congelé et transféré au Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa, où il devint l'un des spécimens les mieux conservés de cette espèce. L'étude de ce spécimen confirma ce que les scientifiques soupçonnaient. Des crochets rotatifs extrêmement tranchants, des yeux géants. Celui-ci mesurait 35 cm de diamètre. Une musculature puissante adaptée aux eaux profondes. C'était, sans aucun doute, l'un des prédateurs les plus redoutables de l'océan profond. Ce spécimen de 2007 a été fondamental pour l'étude de cette espèce abyssale, rarement observée à la surface ou vivante, contrastant avec la première vidéo d'un spécimen juvénile vivant, capturé seulement en 2025. Pourtant, nous savons encore très peu de choses à son sujet. Malgré les avancées technologiques, le calmar colossal reste l'un des grands mystères biologiques de l'océan. Nous ne connaissons pas avec certitude des détails qui, chez toute autre espèce, sont largement connus. Quelle est son espérance de vie? Comment il se reproduit? Combien d'individus pourraient exister et quelles routes migratoires il suit? La majorité des spécimens étudiés ont été trouvés morts ou dans l'estomac de cachalots. Les rencontres directes restent extrêmement rares et cela nous laisse avec une réalité fascinante. L'un des plus grands prédateurs de la planète vit presque complètement hors de notre observation directe. Pendant des siècles, les marins ont raconté des histoires de monstres marins géants habitant les profondeurs. La science moderne a rejeté beaucoup de ces histoires comme des exagérations. Mais dans le cas du calmar colossal, la vérité s'est avérée plus inquiétante que la légende. Oui, il existe des créatures géantes dans l'océan profond et elles mènent des batailles titanesques contre des baleines de 20 mètres.
Oui, elle possède des yeux de la taille d'un ballon et des crochets capables de déchirer la chair. Et le plus inquiétant, la majorité de ces batailles se déroulent en ce moment même, dans l'obscurité absolue de l'océan profond, sans que personne ne les voie. Car l'océan reste la plus grande scène de mystère de la Terre, un lieu où les géants abyssaux existent encore, et où certains des acteurs principaux de ce drame biologique commencent à peine à se révéler à nous. Si ce mystère t'a intéressé, prépare-toi. Le prochain sera plus perturbant car il mélange science, géologie et l'une des découvertes sous-marines les plus débattues de la dernière décennie. Descendons. Mystère. Numéro 5. L'anomalie de la mer Baltique. L'objet que personne ne s'attendait à trouver au fond de l'océan. C'était le 19 juin 2011, lorsqu'un groupe d'explorateurs sous-marins menait une expédition de routine au fond de la mer Baltique, une masse d'eau relativement petite et peu profonde située entre la Scandinavie et l'Europe de l'Est. L'équipe appartenait à une organisation privée suédoise appelée Ocean X Team, spécialisée dans la recherche d'épaves historiques à l'aide de la technologie sonar à balayage latéral. Le chef de l'expédition était l'explorateur Peter Lindberg, un vétéran de la chasse aux épaves habitué à découvrir des restes de navires coulés, des avions de guerre et des artefacts perdus de la Seconde Guerre mondiale. Rien dans cette mission ne semblait anormal, et l'objectif était de localiser d'éventuelles cargaisons coulées ou des vestiges historiques dans une zone connue pour son intense activité navale depuis des siècles. Le sonar commença à scanner le fond marin, et alors quelque chose apparut à l'écran. Quelque chose que personne n'attendait. Une silhouette impossible à expliquer. Sur les images sonar surgit une forme qui ne semblait pas naturelle. Elle était circulaire, massive et étonnamment symétrique. L'objet mesurait environ 60 mètres de diamètre et se trouvait à une profondeur proche de 90 mètres, reposant là sur le fond marin. Mais ce qui attira vraiment l'attention ne fut pas seulement sa forme, c'était ce qui semblait se trouver derrière lui. Une sorte de sillon ou de trace de plus de 300 mètres de longueur qui semblait indiquer que l'objet avait glissé ou heurté le fond avant de s'arrêter. Les premières images rappelaient étrangement quelque chose de familier, car beaucoup comparèrent la silhouette au vaisseau Millennium Falcon de la saga Star Wars. C'était une comparaison inévitable, mais pour les scientifiques, la question était beaucoup plus importante. Qu'était réellement cet objet ? Cette découverte déclencha des titres dans le monde entier. Ce n'était pas pour rien, cela semblait être la preuve de l'épave d'un ovni. Lorsque l'équipe d'Ocean X publia les premières images sonar sur Internet, la réaction fut immédiate. Les médias du monde entier commencèrent à spéculer. Une structure artificielle, un objet militaire secret, un phénomène géologique étrange. Et, inévitablement, des théories beaucoup plus extravagantes apparurent. Pourrait-il s'agir d'un objet extraterrestre ? Les chercheurs de l'équipe tentèrent de rester calmes. Peter Lindberg lui-même déclara dans des interviews que, bien que la forme fût étrange, l'explication la plus probable restait géologique. Mais l'intrigue ne faisait que croître, et pour résoudre le mystère, il n'y avait qu'une option, descendre et explorer. C'est ainsi que fut organisée la première expédition vers l'objet. En 2012, l'équipe retourna sur le site avec des véhicules télécommandés et du matériel de plongée profonde. Les conditions n'étaient pas faciles. La mer Baltique a des eaux troubles avec une visibilité extrêmement limitée, souvent inférieure à quelques mètres, où l'on ne peut plus rien voir. Lorsque le fond fut enfin atteint, les explorateurs commencèrent à décrire quelque chose d'encore plus étrange. L'objet n'était pas lisse, au contraire, il possédait des structures angulaires, des surfaces rugueuses et des formations que certains décrivirent comme des murs. Ils affirmèrent même avoir vu quelque chose ressemblant à des marches ou des formations en gradin. Et le détail le plus déconcertant fut un autre. L'équipe rapporta que certains dispositifs électroniques semblaient subir des interférences ou cesser de fonctionner temporairement lorsqu'ils s'approchaient de l'objet. Ce fait alimenta encore plus les spéculations publiques.
Mais nous savons déjà que la science exige plus que des observations anecdotiques, elle nécessite des échantillons et des analyses. Ainsi, furent réalisées les premières analyses géologiques et lors des expéditions suivantes, les chercheurs réussirent à prélever des fragments de roches dans la zone environnante. Les échantillons furent analysés par des géologues indépendants, parmi eux le spécialiste suédois Volker Bruchert de l'Université de Stockholm. Les analyses révélèrent quelque chose d'intéressant. Les roches étaient principalement composées de basalte, une roche volcanique commune formée par le refroidissement rapide du magma, ce qui suggérait une explication plus rationnelle des formations volcaniques sous-marines. Il y a environ 10 000 à 15 000 ans, à la fin de la dernière glaciation, de grandes couches de glace couvraient une grande partie du nord de l'Europe. Lorsque ces glaciers commencèrent à reculer, ils laissèrent derrière eux des paysages érodés et des dépôts rocheux complexes. Selon de nombreux géologues, l'anomalie de la mer Baltique pourrait être simplement une formation glaciaire ou volcanique érodée par le mouvement de la glace. Le supposé sillon derrière l'objet pourrait être un canal formé par le déplacement de masses de glace ou de sédiments lors du retrait glaciaire. La forme circulaire pourrait être le résultat de fractures dans des colonnes basaltiques, un phénomène géologique bien connu. En d'autres termes, ce qui semblait artificiel pourrait être entièrement naturel. Mais le mystère ne disparut pas complètement. Bien que l'explication géologique soit la plus acceptée par la majorité des scientifiques, le cas continue de susciter le débat. Pourquoi? Parce que la morphologie de l'objet reste inhabituelle. Les images prises montrent des contours étonnamment réguliers. Certains chercheurs suggèrent qu'il pourrait exister plusieurs processus géologiques combinés, tels qu'une activité volcanique ancienne, l'érosion glaciaire et l'accumulation de sédiments. Ce type d'interaction peut produire des formations complexes qui, vues sous un certain angle, paraissent artificielles. Un phénomène connu en géologie sous le nom de pareidolie géologique se rapporte au fait que le cerveau humain est programmé pour reconnaître des motifs, même lorsque ces motifs n'ont pas été conçus. Et il y a une leçon dans ce mystère. L'anomalie de la mer Baltique est un exemple parfait de la manière dont fonctionnent les mystères scientifiques. Une découverte inattendue, une forme qui défie nos attentes, l'explosion de spéculations publiques et enfin, une explication probable basée sur des preuves. Mais même avec cette explication, l'objet reste fascinant. Parce qu'il nous rappelle quelque chose de fondamental. Le fond de l'océan est rempli de structures que nous n'avons jamais vues, de montagnes submergées, de canyons gigantesques, de formations volcaniques étranges, de formes de vie extraordinaires et de colosses abyssaux. La planète a sculpté ses paysages et la vie évolutive pendant des millions d'années, dans l'obscurité totale. Et nous n'avons à peine commencé à les explorer. Le mystère de l'anomalie de la mer Baltique ne réside pas dans le fait qu'il s'agisse d'un objet extraterrestre. Il réside dans le fait qu'il nous a confrontés, une fois de plus, à un fait inconfortable. Nous connaissons encore très peu le fond de nos propres océans. Les technologies modernes telles que les sonars multifaisceaux, les véhicules autonomes et les satellites ne commencent qu'à révéler la topographie réelle du monde submergé. Et chaque nouvelle exploration découvre quelque chose d'inattendu. Parfois, une nouvelle espèce, parfois un écosystème complet, parfois simplement une formation géologique qui nous rappelle à quel point la nature peut être puissante lorsqu'elle travaille pendant des milliers ou des millions d'années. L'océan n'a pas besoin de civilisations perdues, ni de technologies extraterrestres pour nous surprendre. Il lui suffit d'être ce qu'il a toujours été. Un monde immense, obscur, régi par son propre calendrier et encore profondément inconnu. Le prochain mystère nous conduira à quelque chose d'encore plus inquiétant, car cette fois, nous ne parlerons pas d'une roche étrange, mais de structures sous-marines que certains archéologues pensent pouvoir être les vestiges de civilisations anciennes. Allons de nouveau dans les profondeurs de l'océan. Mystère numéro 6. Les ruines de Yonaguni.
Une ville perdue sous la mer ou une illusion de la nature? À l'hiver 1986, face à la côte d'une petite île japonaise frappée par de forts courants du Pacifique, un instructeur de plongée recherchait de nouveaux sites pour observer des requins-marteaux. Cette recherche de routine allait déclencher l'un des débats archéologiques les plus intenses des dernières décennies. L'homme s'appelait Kihachiro Aratake, et le lieu était la reculée île de Yonaguni, située à l'extrême ouest du Japon, à seulement 100 km de Taïwan. Alors qu'il descendait dans des eaux claires et des courants violents, à seulement une quinzaine de mètres de profondeur, Aratake tomba sur quelque chose qu'il ne s'attendait pas à voir au milieu du fond marin. Une immense structure de pierre avec des bords droits, des plateformes en gradin, et ce qui semblait être des escaliers parfaitement définis. Ce n'était pas une formation chaotique, cela ressemblait à une œuvre architecturale. Le même jour, Kihachiro raconta ce qu'il avait vu. Lorsque d'autres plongeurs descendirent pour observer le site, ils furent également perplexes. Devant eux s'étendait une formation colossale qui serait bientôt connue sous le nom de monument de Yonaguni. Une structure mesurant environ 150 mètres de long, 40 mètres de large et près de 27 mètres de haut, le tout taillé, ou apparemment taillé, dans de grands blocs de roche avec des angles droits, des plateformes et des marches géométriques. La question surgit immédiatement. Pourrait-il s'agir d'une ville perdue sous la mer? Ou, comme dans le cas de l'anomalie de la mer Baltique, la nature, d'une manière étrange, avait-elle créé une structure semblant être l'œuvre de l'homme? Cette découverte semblait impossible. Lorsque les premières photographies commencèrent à circuler au Japon à la fin des années 1980, beaucoup furent stupéfaits par ce qu'elles montraient. Les images révélaient quelque chose d'extraordinaire. Des terrasses en gradin, des murs verticaux, d'énormes blocs rectangulaires, des passages et des plateformes. Certaines zones semblaient même montrer des escaliers montant le long de la structure. À première vue, le monument ressemble à une pyramide submergée, et cela soulevait une hypothèse explosive. Si la structure était réellement artificielle, cela signifierait qu'elle a été construite lorsque le niveau de la mer était beaucoup plus bas. Pendant le dernier maximum glaciaire, il y a environ 20 000 ans, le niveau de l'océan était jusqu'à 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Cela signifie que de vastes régions du fond marin actuel étaient alors exposées comme terre ferme. Si Yonaguni était une construction humaine, elle aurait dû être édifiée avant la fin de la dernière glaciation, c'est-à-dire il y a plus de 10 000 ans, bien avant ce que l'archéologie traditionnelle considère possible pour de grands ouvrages architecturaux dans cette région du monde. La découverte divisa la communauté scientifique, et même un archéologue reconnu défendit l'hypothèse d'une ville perdue. L'un des premiers chercheurs à étudier sérieusement le site fut le géologue marin japonais Masaaki Kimura de l'université des Ryukyus. Pendant des décennies, Kimura réalisa plus de 100 plongées sur le site et ses études le menèrent à une conclusion qui suscite encore aujourd'hui la controverse. Les structures présentent des signes d'intervention humaine. Selon le docteur Kimura, certaines caractéristiques du monument seraient difficiles à expliquer uniquement par des processus naturels, notamment les marches presque parfaitement régulières, les angles de 90 degrés, des canaux semblant conçus pour le drainage et de grands blocs apparemment séparés délibérément. Il affirma même avoir identifié ce qui pourrait être des chemins pavés, des places, des plateformes cérémonielles et des figures possibles gravées dans la roche. Dans plusieurs interviews, Kimura suggéra que le complexe pourrait faire partie d'une ancienne civilisation ayant existé dans le Pacifique il y a des milliers d'années. Une hypothèse qui, si elle était vraie, obligerait à réécrire une partie de l'histoire humaine, bien que tous les scientifiques ne soient pas convaincus par les affirmations de Kimura. Beaucoup de géologues avancent une explication très différente. L'un des critiques les plus connus de l'hypothèse archéologique est le géologue américain Robert M. Schoch, de l'Université de Boston. Après avoir examiné la structure,
Schoch conclut que les formations pouvaient s'expliquer entièrement par des processus naturels. Selon cette interprétation, Yonaguni serait formé de grès et de schistes qui ont tendance à se fracturer en plan droit en raison de la tectonique et de l'érosion. En d'autres termes, la roche se casse naturellement en blocs géométriques. Les forts courants marins, combinés à l'érosion et à l'activité sismique de la région, auraient lentement sculpté ces formes qui aujourd'hui paraissent artificielles. Et ce ne serait pas unique. Dans de nombreuses régions du monde, il existe des formations rocheuses naturelles avec des angles étonnamment réguliers. De leur point de vue, le monument ne serait pas une ville submergée, mais une extraordinaire illusion géologique. La zone où se trouve Yonaguni est située près de la fosse des Ryukyu, une zone tectoniquement très active. Les îles Ryukyu se trouvent à la limite entre des plaques tectoniques qui génèrent des séismes fréquents, des soulèvements du terrain et des fractures profondes dans la roche. Et ce type de processus peut produire des motifs géométriques extrêmement définis. Lorsque les couches sédimentaires se fracturent selon des lignes de faiblesse, elles peuvent créer des formes rectangulaires, des terrasses et des marches naturelles. Sur des milliers ou des millions d'années, l'érosion marine accentue ces lignes, générant des structures qui semblent sculptées. Mais la question reste ouverte, car certaines caractéristiques du monument continuent de déconcerter même les sceptiques. Quels seraient ces détails qui maintiennent le mystère vivant? Parmi les éléments les plus intrigants observés à Yonaguni figurent plusieurs traits qui font encore débat. L'un d'eux est une formation connue sous le nom de l'escalier principal, une série de plateformes qui semblent monter de manière assez régulière. Un autre élément est ce que certains chercheurs appellent la terrasse cérémoniale, une vaste surface plane située près du sommet du complexe. Des formations ont également été identifiées, que certains interprètent comme un arc de pierre, d'éventuels canaux d'eau et des blocs qui semblent avoir été séparés et déplacés. Ceux qui défendent l'origine artificielle soutiennent que la combinaison de toutes ces caractéristiques est très difficile à attribuer uniquement au hasard géologique. Mais les sceptiques répondent que le cerveau humain est programmé pour reconnaître des motifs, même là où ils n'existent pas. Le phénomène que nous avons déjà mentionné comme la pareidolie, le même processus qui nous fait voir des visages dans les nuages ou des figures dans les montagnes. Alors, formation naturelle ou Atlantide du Pacifique? Depuis sa découverte, Yonaguni a été comparé à des légendes de civilisations perdues. Certains passionnés ont suggéré qu'il pourrait s'agir de vestiges d'une culture disparue il y a 10 000 ans. Il a même été associé au mythe de l'Atlantide. Cependant, jusqu'à présent, aucun artefact humain clair n'a été trouvé sur le site. Pas de poterie, pas d'outils, pas de restes de construction ajoutés, ni de restes humains. Et c'est l'un des arguments les plus forts des géologues. S'il y avait eu une ville ou un complexe cérémoniel là-bas, il serait raisonnable d'attendre un type de preuve archéologique directe. Mais jusqu'à présent, elles n'ont pas émergé et le mystère reste sous l'eau. Malgré des décennies d'études, le monument de Yonaguni continue d'être l'un des énigmes sous-marines les plus fascinantes du monde. Est-ce le résultat de processus géologiques extraordinaires? Ou pourrait-il s'agir d'une structure modifiée par l'homme à partir de formations naturelles? Certains chercheurs envisagent même une troisième possibilité, que la nature ait créé la structure de base et que les humains l'aient adaptée ou partiellement modifiée. Pour l'instant, aucune hypothèse n'a été acceptée de manière définitive et peut-être que cette incertitude est ce qui rend Yonaguni si captivant, car sous les eaux du Pacifique, à environ 25 mètres de profondeur, repose cette structure gigantesque qui semble défier nos explications. Une structure qui oblige scientifiques, plongeurs et explorateurs à se poser la même question chaque fois qu'ils descendent vers elle. Observons-nous une merveille géologique ou les vestiges silencieux d'une civilisation oubliée? Nous devons nous rappeler que les océans couvrent plus de 70% de la surface de la Terre
Et pourtant, nous connaissons mieux la surface de Mars que le fond de nos propres mers. Des milliers de kilomètres de relief sous-marin restent encore inexplorés. Montagnes, canyons, volcans et peut-être même des vestiges de cultures disparues lorsque le niveau de la mer a changé à la fin de la dernière glaciation, peut-être que Yonaguni n'est qu'une œuvre surprenante de la nature, bien qu'elle puisse représenter un indice de quelque chose de plus profond. Des histoires humaines que l'océan a fini par réclamer. Car chaque fois que la mer monte, chaque fois qu'une côte disparaît sous les eaux, l'histoire coule également avec elle. Et peut-être que, quelque part dans le vaste Pacifique ou dans l'imposant Atlantique, d'autres villes, d'autres monuments et d'autres mystères restent encore cachés, attendant d'être découverts. Il ne nous reste plus qu'un seul mystère, et celui-ci pourrait être le plus révélateur. Le fait que l'océan possède un système circulatoire gigantesque qui régule le climat de toute la planète, et que certains scientifiques pensent qu'il pourrait s'affaiblir, voire s'effondrer. Mystère numéro 7. La circulation thermohaline, le système océanique qui pourrait faire s'effondrer le climat mondial. En 1938, un océanographe norvégien nommé Harald Sverdrup tentait de comprendre un phénomène qui intriguait les scientifiques depuis des décennies. Pourquoi l'Europe occidentale, située à la même latitude que des régions extrêmement froides du Canada, bénéficiait-elle d'hivers relativement doux? Des villes comme Londres, Paris ou Amsterdam devraient connaître des températures beaucoup plus rigoureuses, comparables à celles de villes comme Québec ou St. John's en Nouvelle-Écosse. Et pourtant, le climat y était étonnamment tempéré. Quelle en était la raison? L'océan, cependant, n'est pas une simple masse d'eau. Sverdrup et d'autres scientifiques commençaient à comprendre que la planète était parcourue par un système gigantesque de courants marins interconnectés. Un système qui transporte des quantités colossales de chaleur autour du globe, un système si vaste et complexe que certains scientifiques le décrivent comme la circulation sanguine de la Terre, ce que nous appelons aujourd'hui la circulation thermohaline. Un mécanisme invisible qui relie tous les océans de la planète et qui, ces dernières années, pourrait être en danger. Pour le comprendre, il faut voir l'océan comme le système circulatoire de la planète. Il faut l'imaginer très différemment. Pas comme une masse d'eau presque infinie et statique, mais comme une machine planétaire en mouvement constant. La circulation thermohaline fonctionne grâce à deux facteurs fondamentaux, la température et la salinité. En effet, son nom l'explique. Thermo signifie température et haline signifie sel. Ces deux variables déterminent la densité de l'eau. Et la densité décide si une masse d'eau s'enfonce ou reste à la surface. Dans les régions tropicales, l'eau de l'océan est chaude et relativement légère. Mais lorsque cette eau voyage vers le nord, vers des latitudes proches de l'Arctique, quelque chose de crucial se produit. Le courant se refroidit et devient alors plus dense. Dans certaines zones de l'Atlantique Nord, ce processus provoque l'enfoncement de gigantesques volumes d'eau vers le fond de l'océan. Cet enfouissement génère une sorte de tapis roulant océanique global. Un système gigantesque qui transporte l'eau chaude vers le nord et renvoie l'eau froide vers le sud à travers les profondeurs. Les scientifiques appellent ce système le grand tapis roulant océanique, un mécanisme qui met environ 1000 ans à compléter un cycle complet autour de la planète. C'est le moteur caché du climat mondial. L'un des composants les plus connus de cette circulation est la circulation de renversement méridional de l'Atlantique. En anglais, Atlantic Meridional Overturning Circulation, connu sous l'acronyme AMOC. Ce système inclut des courants célèbres comme le Gulf Stream, qui transporte de l'eau chaude du golfe du Mexique vers l'Atlantique Nord. Grâce à ce transfert de chaleur, l'Europe occidentale reçoit une énorme quantité d'énergie thermique. Sans ce flux de chaleur, le climat européen serait radicalement différent. Certains modèles climatiques indiquent que des villes comme Londres pourraient connaître des températures similaires à celles du Labrador.
c'est-à-dire des hivers beaucoup plus rigoureux. Mais l'influence de la circulation thermohaline ne se limite pas à l'Europe. Ce système régule également les régimes de pluie en Afrique, les moussons en Asie, les températures en Amérique du Nord et la productivité biologique dans les océans. Nous sommes en présence du phénomène qui aide à stabiliser le climat de la planète. Et quand les scientifiques ont-ils commencé à s'inquiéter? Pendant des décennies, on a supposé que cette gigantesque machine océanique était extrêmement stable. Dans les années 1990, des inquiétudes ont commencé à émerger. Des données recueillies par des bouées, des satellites et des expéditions océanographiques montraient des signaux préoccupants. Certaines mesures indiquaient que certaines parties du système perdaient en intensité. Une des études les plus influentes a été publiée dans la revue Nature, l'une des publications scientifiques les plus prestigieuses au monde. Des recherches ultérieures menées par des institutions telles que la NOAA et le GIEC ont commencé à évaluer un scénario inquiétant. La circulation thermohaline pourrait-elle s'affaiblir ou même s'arrêter? Et il y a un facteur qui pourrait tout changer, l'eau douce. Le moteur de la circulation thermohaline dépend d'un facteur critique, la densité de l'eau, et rappelons que la densité dépend à son tour de la température et de la salinité. Mais le réchauffement climatique introduit une variable dangereuse, la fonte des glaces. La colossale calotte glaciaire du Groenland, ou Greenland Ice Sheet, contient suffisamment d'eau gelée pour faire monter le niveau de la mer de plusieurs mètres. À mesure que la glace fond, d'énormes quantités d'eau douce s'écoulent dans l'Atlantique Nord. Le problème est que l'eau douce est moins salée et moins dense, et si l'eau de surface cesse d'être suffisamment dense, elle ne s'enfoncera pas. Si cet enfouissement diminue, le grand moteur de la circulation pourrait s'affaiblir. Et s'il s'affaiblit trop, ce tapis roulant océanique pourrait ralentir drastiquement. Cela s'est-il déjà produit? Le plus inquiétant est que l'histoire géologique suggère que oui. Pendant la dernière période glaciaire, se sont produits des épisodes connus sous le nom d'événements d'Ansgaard-Østger, ou événements de fluctuations climatiques rapides. Lors de ces épisodes, le climat de l'hémisphère nord changeait de manière dramatique en quelques décennies. Certains chercheurs pensent que ces changements abrupts étaient liés à des perturbations de la circulation thermohaline océanique. Un cas encore plus extrême fut le Younger Dryas, en français Dryas récent ou jeune Dryas. Un retour aux conditions glaciaires qui inversa temporairement le réchauffement climatique progressif après le dernier maximum glaciaire. Il y a environ 12 900 ans, la planète subit un refroidissement soudain qui dura plus d'un millénaire. L'une des principales hypothèses suggère que d'énormes quantités d'eau douce provenant de lacs glaciaires se sont déversées dans l'Atlantique Nord. Ce pulse d'eau douce aurait pu interrompre temporairement la circulation océanique. Et avec cela, il aurait perturbé le climat de la planète. Alors, voyons-nous des signaux aujourd'hui? En 2021, une étude publiée à nouveau dans Nature analysa plus de 1000 ans de données climatiques indirectes. La conclusion fut inquiétante. Les chercheurs suggérèrent que la MOC pourrait être à son point le plus faible depuis plus de 1000 ans. D'autres études, basées sur des capteurs sous-marins installés dans l'Atlantique, ont également détecté des fluctuations importantes dans la force du système. Cependant, le débat scientifique reste ouvert. Certains chercheurs soutiennent que la variabilité observée pourrait faire partie de cycles naturels. D'autres croient que nous observons les premiers signes d'un changement plus profond. Que se passerait-il si la circulation thermohaline s'affaiblissait de façon drastique? Quelles seraient les conséquences si ce grand système s'effondrait? C'est là que le mystère devient une question inquiétante. Les modèles climatiques suggèrent plusieurs scénarios possibles. L'Europe pourrait connaître un refroidissement régional significatif, même dans un monde globalement plus chaud.
les régimes de pluie dans les régions tropicales pourraient être altérés, le système de mousson pourrait changer et les écosystèmes marins pourraient subir des transformations profondes. Mais le plus important est que le climat mondial perdrait l'un de ses principaux systèmes d'équilibre. La Terre entrerait dans un état climatique beaucoup moins prévisible. Cependant, la circulation thermohaline reste un mystère que nous essayons encore de comprendre. Malgré des décennies de recherche, la circulation thermohaline demeure l'un des systèmes les plus complexes de la Terre. Une grande partie de l'océan profond reste peu explorée. Les courants qui le parcourent peuvent mettre des siècles à compléter leur trajet. Et de nombreux processus qui les alimentent restent à l'étude. Nous savons que cette gigantesque machinerie océanique existe. Nous savons qu'elle régule le climat mondial. Mais nous essayons encore de comprendre à quel point elle est réellement stable. Car plus que de simples étendues d'eau, les océans sont des systèmes dynamiques qui contrôlent des processus fondamentaux de la planète. Réguler le climat, stocker la chaleur, absorber le carbone et soutenir des écosystèmes d'une complexité étonnante. Et dans les profondeurs de ce système existe un courant invisible qui relie tous les océans du monde. Un courant qui a maintenu l'équilibre climatique pendant des milliers d'années, mais qui pourrait ne pas être aussi permanent que nous le pensions. Car sous la surface apparemment tranquille de l'océan opère cette gigantesque machinerie. Une machinerie qui soutient le climat de la planète et dont l'avenir, nous essayons encore de comprendre. Et il y a un facteur qui pourrait tout changer, l'eau douce. Le moteur de la circulation thermohaline dépend d'un facteur critique, la densité de l'eau, et rappelons que la densité dépend à son tour de la température et de la salinité. Mais le réchauffement climatique introduit une variable dangereuse, la fonte des glaces. La colossale calotte glaciaire du Groenland, ou Greenland Ice Sheet, contient suffisamment d'eau gelée pour faire monter le niveau de la mer de plusieurs mètres. À mesure que la glace fond, d'énormes quantités d'eau douce s'écoulent dans l'Atlantique Nord. Le problème est que l'eau douce est moins salée et moins dense, et si l'eau de surface cesse d'être suffisamment dense, elle ne s'enfoncera pas. Si cet enfouissement diminue, le grand moteur de la circulation pourrait s'affaiblir. Et s'il s'affaiblit trop, ce tapis roulant océanique pourrait ralentir drastiquement. Cela s'est-il déjà produit ? Le plus inquiétant est que l'histoire géologique suggère que oui. Pendant la dernière période glaciaire, se sont produits des épisodes connus sous le nom d'événements Dansgaard-Oeschger, ou événements de fluctuations climatiques rapides. Lors de ces épisodes, le climat de l'hémisphère nord changeait de manière dramatique en quelques décennies. Certains chercheurs pensent que ces changements abrupts étaient liés à des perturbations de la circulation thermohaline océanique. Un cas encore plus extrême fut le Younger Dryas, en français Dryas récent ou jeune Dryas. Un retour aux conditions glaciaires qui inversa temporairement le réchauffement climatique progressif après le dernier maximum glaciaire. Il y a environ 12 900 ans, la planète subit un refroidissement soudain qui dura plus d'un millénaire. L'une des principales hypothèses suggère que d'énormes quantités d'eau douce provenant de lacs glaciaires se sont déversées dans l'Atlantique Nord. Ce pulse d'eau douce aurait pu interrompre temporairement la circulation océanique. Et avec cela, il aurait perturbé le climat de la planète. Alors, voyons-nous des signaux aujourd'hui ? En 2021, une étude publiée à nouveau dans Nature analysa plus de 1000 ans de données climatiques indirectes. La conclusion fut inquiétante. Les chercheurs suggérèrent que la MOC pourrait être à son point le plus faible depuis plus de 1000 ans. D'autres études, basées sur des capteurs sous-marins installés dans l'Atlantique, ont également détecté des fluctuations importantes dans la force du système. Cependant, le débat scientifique reste ouvert. Certains chercheurs soutiennent que la variabilité observée pourrait faire partie de cycles naturels. D'autres croient que nous observons les premiers signes d'un changement plus profond. Que se passerait-il si la circulation thermohaline s'affaiblissait de façon drastique ? Quelles seraient les conséquences
si ce grand système s'effondrait? C'est là que le mystère devient une question inquiétante. Les modèles climatiques suggèrent plusieurs scénarios possibles. L'Europe pourrait connaître un refroidissement régional significatif, même dans un monde globalement plus chaud. Les régimes de pluie dans les régions tropicales pourraient être altérés, le système de mousson pourrait changer et les écosystèmes marins pourraient subir des transformations profondes. Mais le plus important est que le climat mondial perdrait l'un de ses principaux systèmes d'équilibre. La Terre entrerait dans un état climatique beaucoup moins prévisible. Cependant, la circulation thermohaline reste un mystère que nous essayons encore de comprendre. Malgré des décennies de recherche, la circulation thermohaline demeure l'un des systèmes les plus complexes de la Terre. Une grande partie de l'océan profond reste peu explorée. Les courants qui le parcourent peuvent mettre des siècles à compléter leur trajet. Et de nombreux processus qui les alimentent restent à l'étude. Nous savons que cette gigantesque machinerie océanique existe. Nous savons qu'elle régule le climat mondial. Mais nous essayons encore de comprendre à quel point elle est réellement stable. Car plus que de simples étendues d'eau, les océans sont des systèmes dynamiques qui contrôlent des processus fondamentaux de la planète. Réguler le climat, stocker la chaleur, absorber le carbone et soutenir des écosystèmes d'une complexité étonnante. Et dans les profondeurs de ce système existe un courant invisible qui relie tous les océans du monde. Un courant qui a maintenu l'équilibre climatique pendant des milliers d'années, mais qui pourrait ne pas être aussi permanent que nous le pensions. Car sous la surface apparemment tranquille de l'océan opère cette gigantesque machinerie. Une machinerie qui soutient le climat de la planète et dont l'avenir, nous essayons encore de comprendre.